Ce matin, quelqu'un a posé la question des peintures rupestres vieilles de 65 000 ans à Sulawesi. Alors vous allez voir que c'est pas complètement, j'allais dire, acquis comme datation. Et donc j'ai demandé à Edwige Pons-Branchu, qui a publié récemment un travail sur ce qui a attiré mon attention sur la datation des peintures rupestres d'Altamira. Et vous allez voir qu'il y a des questions méthodologiques. Vous savez, dans la question de l'évolution des hommes, de l'évolution des industries, la datation, ça reste quand même un problème central. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais un chronomètre assez précis. On voudra toujours en avoir un plus précis encore. Et donc, c'est une espèce de quête sans fin. Et vous allez voir où est-ce qu'on en est sur la question de la datation des peintures rupestres. Merci beaucoup, Jean-Jacques, et bonjour à tous. Donc, merci pour l'invitation. Donc cet exposé qui est préparé à 2 personnes, Hélène Valadas n'a pas pu venir aujourd'hui, mais elle salue tout le monde. Et donc moi qui suis professeure à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, et je ne suis pas archéologue, c'est important, je suis géochimiste. Et donc Hélène m'a embarquée dans cette aventure de l'art pariétal il y a une quinzaine d'années. Hop, est-ce que j'arrive à passer? Voilà. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on date l'art pariétal? Parce qu'en fait, là, vous allez voir, il y a des grandes discussions sur l'âge. Ce matin, on a parlé de 67 000 ans. Alors, est-ce que c'est plus important que 65 ou que 43 ou non? Donc, en fait, c'est une question que je pose aux étudiants. Pourquoi est-ce que c'est important de dater l'art pariétal? On peut faire des questions très longues, des réponses, pardon, très longue là-dessus. J'ai listé juste quelques-uns. Donc, dans les premiers articles qui sont sortis sur la datation, je crois qu'un des premiers articles en 1992, l'idée c'était de comparer 3 bisons de 3 grottes différentes qui avaient des styles à peu près qui se ressemblaient et puis de voir si c'était quand même le même âge. Donc, est-ce que la datation par les styles, elle est validée par la datation par la radioactivité? Si on arrive à dater cet art pariétal aussi, on pourrait faire les archéologues peuvent faire des liens entre les différentes grottes, entre l'art pariétal et les occupations. Et puis c'est la grande question, puisqu'aujourd'hui c'est Néandertal qui nous a beaucoup occupés. Qui a peint en fait dans ces grottes? Est-ce que c'est Néandertal? Est-ce que c'est d'autres populations? Et puis donc moi je viens des sciences du climat et c'est vraiment intéressant de voir des images dans les grottes, donc quand on voit des bisons laineux ou des mammouths ou des pingouins sur les murs de Cosquer, enfin des reproductions bien sûr. Donc on voit qu'il y a une forte relation entre le climat et ce qui est peint. Donc ça va être intéressant aussi de faire le lien entre la datation et le climat. Donc ça c'est un travail auquel je n'ai pas du tout participé, hein, c'est la grotte Chauvet, c'est mes collègues. Et donc là, alors d'abord c'est les datations directes. D'abord les datations directes, les premières datations qu'ont réalisées mes collègues, ils ont prélevé du charbon de bois sur les peintures et ils ont daté non pas le moment où la personne a dessiné, mais le charbon en fait, ou le bout de bois. Et donc quand Hélène Valadas et ses collègues ont sorti ce premier article en 2001, donc en fait c'était des âges extrêmement vieux, plus de 30 000 ans, 36 000 ans maintenant en calibré. Donc ça a fait vraiment sensation. Les gens disent c'est pas possible, c'est trop beau, c'est pas possible. Et donc là, alors est-ce qu'il y a un pointeur comme ça peut-être? Non. Comme ça? Oui, super. Et donc la polémique a duré longtemps. Et donc encore un autre travail auquel je n'ai pas participé non plus. Et c'est la manière de répondre, ça a été de regarder le contexte. Et c'est vraiment très intéressant. Donc ce qui a été regardé, c'est déjà, donc ça c'est l'art pariétal ici avec les 2 périodes qui ont été datées. Et puis ils ont regardé tous les charbons qui étaient au sol. Et chance, ils avaient vraiment des très gros charbons, donc ils les ont coupés en morceaux, ils les ont envoyés à différents laboratoires qui les ont analysés de manière aveugle. Et donc là, on a retrouvé, les collègues ont retrouvé ces mêmes périodes. Et puis il y a vraiment un argument final qui a été apporté par d'autres collègues. Donc c'est Benjamin Sadier qui était doctorant, je crois à l'époque. La grotte Chauvet était fermée. Et donc, ils ont daté le temps d'exposition au rayonnement cosmique.
Et donc, ils ont vu que là aussi, c'était proche de 30 000 ans. Donc, finalement, ces datations qui avaient fait sensation, qui étaient très anciennes, ici, on voit 30 et 35 000 ans en calibré, elles ont été validées par tout un ensemble de contextes. Donc ça, c'est pour les datations directes. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec Hélène sur ces peintures qui ne sont pas faites de charbon et qui ne peuvent pas être datées directement. Donc là, donc ça peut être des points rouges ici, comme dans la Cueva de Nerja dont on va reparler, ou ici des tracés. Donc ça c'est au Congo, c'est un travail impressionnant qui est fait par Geoffroy Emlich. Et donc si on ne peut pas les dater directement, est-ce qu'on peut prélever en fait les petites couches ici de calcite qui sont déposées par-dessus, ou au contraire le support. Donc ça fait une datation indirecte. Donc on n'a pas été les seuls à avoir cette idée. Alors je vous présente d'abord le chronomètre qui est utilisé. Donc je suis désolée, il y a un petit peu d'isotope, mais c'est important pour comprendre en fait la grande discussion qu'il y a en ce moment. Donc pour dater ces calcaires, donc là ici c'est ACO3, on utilise ce qu'on appelle le chronomètre uranium-thorium. Donc la radioactivité naturelle, c'est un chronomètre, c'est quel que soit l'endroit où on trouve cet uranium, ça va toujours au même rythme, donc c'est la datation absolue, la décroissance. L'uranium, il y en a partout, c'est ubiquiste, et donc il y a le pair, l'uranium-238, qui se désintègre en uranium-234 et en thorium-230. Et donc ici, ces deux isotopes, donc on parle de père et de fils, et quand la roche est très vieille, ils sont à ce qu'on appelle l'équilibre séculaire. Ça veut dire que l'un se désintègre au même rythme que l'autre se crée. C'est l'équilibre séculaire, et donc on marque 1 ici. Et quand on a une roche très vieille, c'est 1. Et puis là, j'ai mis des carrés rouges autour de l'uranium qui est soluble et un carré vert autour du thorium, parce qu'il est insoluble. Et ce qui se passe dans la nature, c'est que quand l'eau va passer à travers un karst, à travers n'importe quoi, en fait, l'uranium va rester dans l'eau et le thorium, en fait, hop, dès qu'il trouve une particule, il s'y colle. Ce qui fait que quand on va former des stalagmites dans les grottes, on a seulement de l'uranium au début. Et du coup, le chronomètre, c'est ça. C'est qu'au début, on a seulement de l'uranium, et puis le thorium est créé au cours du temps. Donc c'est simplement en fait ce rapport entre les deux. Et de ce chronomètre, il est connu depuis les années 70 et est très utilisé en particulier pour dater des coraux. Et puis avec les nouveaux outils dans les années 2000, il s'est vraiment beaucoup développé. Et là où c'est intéressant, donc je vous ai dit que je venais des sciences de l'environnement, on date des coraux, mais pour dater les coraux, avant de les dater, on fait un test en fait, on voit si le système est préservé. Parce qu'on a déjà dit, l'uranium est soluble et pas le thorium. Donc il faut être sûr que le cristal n'a pas bougé, que tout ce qui est à l'intérieur y est resté et qu'il n'y a pas eu des départs et des arrivées, sinon l'âge est complètement faussé. Vous voyez bien, l'âge c'est le rapport de l'un sur l'autre, donc si on en enlève un, ou on en rajoute, l'âge est faux. Et donc pour les coraux, on fait cette vérification au début, on regarde la minéralogie, puisque les coraux se forment en aragonite qui se transforme en calcite. Donc cette méthode est utilisée beaucoup pour dater les spéléothèmes, donc les stalactites, les stalagmites et les petites couches sur les grottes. Et puis il y a d'autres matériaux qui ont été, il y a eu des tentatives de datation, il y en a encore, hein, les os, les dents. Et là c'est plus difficile parce qu'une dent, quand elle est dans un sédiment, en fait, eh bien l'uranium qui est mobile, il va rentrer ou il va sortir. Donc là, l'âge qu'on obtient, c'est pas un vrai âge. Donc on s'en sert comme borne limite. Et là, j'ai mis cette photo. Alors ça, ici, c'est une pince à épiler, enfin les pinces de laboratoire, pour montrer que finalement, si on arrive s'il n'y a pas eu de tentative de datation indirecte avant les années 2010, c'est parce que les appareils ne permettaient pas de travailler sur des petits échantillons. Et donc, depuis à peu près 2010-2015, on a des appareils qui nous permettent de travailler sur des petits échantillons, parce que quand on est dans une grotte ornée, on ne peut pas prélever des kilos de roches. C'est très compliqué. Et donc, il y a eu une équipe qui a publié tout un tas d'articles très sensationnels, en fait. Donc, ils ont commencé en 2012 et puis 2018, puis il y a eu plein d'autres articles. Et donc, en fait, ils ont utilisé cette méthode. Donc, ils sont allés dans les grottes et ils ont pris des petits dépôts qui étaient sur les grottes ornées, en fait, sur les dessins, pardon, et parfois en dessous, pour essayer de dater. Et ils ont utilisé le chronomètre uranium-thorium. Et ils ont eu des âges vraiment très très vieux. Alors quand je dis vraiment très très vieux, au début c'était dans le premier article, c'était 40 000 ans, 42 000 ans. Alors du coup c'était la discussion, est-ce que c'est Néandertal qui a peint dans les grottes ou pas? Et donc ça c'est une sacrée révolution pour les archéologues.
Donc là, ils avaient étudié 11 grottes, donc c'est vraiment un gros travail. Et puis, ils ont fait un autre article ici, où là, ils ont carrément 3 sites, où ils ont pareil, ces croûtes sur les peintures qui sont à plus de 60 000 ans. Donc là, c'est vraiment une grosse révolution pour les archéologues. Ce qui est étonnant, il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes là-dedans, c'est que déjà, quand on regarde la distribution des âges, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a seulement 10% qui sont dans les âges très, très vieux. Mais bon, ça peut être la nature. Et puis, voilà, il faut aussi un peu questionner ces outils. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut être sûr que l'âge est valide? Donc, quand on travaille sur des spéléothèmes, c'est facile. En fait, ça grandit du bas vers le haut, une stalagmite. Donc, il faut que les âges soient alignés dans le bon sens, en fait. Ici, on a des âges jeunes, ici, on a des âges vieux. Bon, il y a un hiatus, mais ça ne fait rien. On peut vérifier au moins que c'est dans l'ordre et c'est un bon indice de validité. Dans d'autres cas, ici, avec les petits prélèvements qu'on peut faire sur les sans-ornés, le problème, c'est qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, c'est quand même embêtant. Donc, ce qu'a proposé Hélène, c'est qu'on travaille sur des datations croisées avec le chronomètre carbone 14. Donc, il y a eu plusieurs projets. Il y a eu aussi Anita Quiles en postdoctorat avec un projet financé par le PNRCC, l'Institut Pierre et Simon Laplace qui nous a aidé un petit peu, et puis l'Agence nationale pour la recherche qui nous a permis aussi de donner des fonds pour investiguer un peu là-dessus. Et donc, je vais beaucoup vous parler de la grotte de Nerja. Elle est dans le sud de l'Espagne, à côté de Malaga, ici. Voilà. Donc, elle est pas très loin de la mer. Et puis, surtout, elle est immense. Et cette grotte, donc, je vous ai dit ici, c'est le professeur José Luis Sanchidrian qui a mené l'équipe pendant des années. Donc, elle est immense. Et je crois qu'il y a ça se compte en centaines de milliers de visiteurs chaque année. En fait, elle est vraiment immense. Il y a une petite partie seulement qui est visitable. Et donc, ils nous ont fait confiance et on a pu mener différentes études dans différents endroits de la grotte pour essayer de tester ces méthodes. Et puis surtout, c'est une grotte qui est occupée depuis quasiment en continu, en fait, depuis 40 000 ans, je crois. Donc encore maintenant c'est une grotte touristique. Mais avant, donc, les collègues ont vu plusieurs périodes d'occupation. Donc on a commencé par tester ça. Donc en fait, on a prélevé du charbon, comme font nos collègues ici. Et donc c'est l'âge ici carbone 14, autour de presque 20 000 ans, ce qui était déjà étonnant. Ils pensaient que c'était des signes beaucoup plus récents. Et on a fait du carbone 14 ici, fait faire du carbone 14 par nos collègues du LMC 14 sur la couche au-dessous et sur la couche au-dessus. Et donc on voit que ça a l'air de bien fonctionner. On a bien un sandwich entre le charbon et la calcite, enfin le calcaire ici en dessous et au-dessus. Donc on a continué. Et donc ce carbone 14 quand même, donc c'est une méthode qui est très connue depuis le prix Nobel de Libye pour sa découverte. Il peut être utilisé pour beaucoup de matériaux. Pour le calcaire, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, la datation de carbone 14, c'est une comparaison au carbone atmosphérique. Si on est dans une grotte, l'eau est passée par le sol, elle est passée par le calcaire, et il y a un petit peu de carbone qui n'est pas atmosphérique, c'est ce qu'on appelle le carbone mort. Et c'est ce qui fait en fait que quand on a l'âge ici carbone 14, si on travaille sur des stalagmites, etc., on va être un tout petit peu plus vieux. Et donc la différence entre les deux, c'est le carbone mort. Et on l'a illustré ici avec les points noirs qui sont la datation uranium-thorium, et puis les points rouges et bleus, les datations carbone 14 avec plus ou moins de carbone mort, on le met dans les modèles. Donc on sait le faire, voilà, il y a un petit décalage. Et on a continué. Et donc on a par exemple ici, je montre des points, donc sans expliquer trop d'où ils sont. Donc on a fait des âges uranium-thorium et des âges carbone 14. Et dans beaucoup de cas, c'est intéressant, on a des âges qui sont cohérents. Alors presque, parfois parfaitement, parfois presque, puisqu'il y a ce carbone mort, il y a du détritique aussi. Et ce qui était vraiment étonnant, c'est tous les autres points, avec, dans certains cas, des âges uranium-thorium, mais beaucoup, beaucoup plus vieux. Donc on a continué à réfléchir. Quand on a un désaccord comme ça entre deux chronomètres, c'est qu'il y en a au moins un des deux qui est faux et peut-être même les deux. Donc on a continué. Et donc on a travaillé sur ces décors ici à la grotte de Nerja, ici dans les deux prélèvements. Et alors là, c'était vraiment la douche froide.
des âges uranium-thorium et des âges carbone-14 qui sont complètement différents. Bon, bah, ça ne marche pas, donc c'était extrêmement décevant. Et par contre, dans d'autres cas, bah, c'est parfaitement le même âge. Donc là, on avait validé la méthode avec par moment des sites pour lesquels ça ne fonctionne pas. Bah, dans ces cas-là, on ne sait pas dire lequel est bon, en fait. Et dans ce cas-là, bah, on a les mêmes chronomètres qui donnent le même âge, donc bon accord. Et puis, alors, ce qui était intéressant, c'est que quand on a comme ça un bon accord entre les chronomètres, en plus, les archéologues nous ont dit, oui, ça tombe bien, parce que justement, c'est ce qu'on connaît du site. Il y a eu une occupation pas très longtemps avant. Voilà. Donc, on a travaillé aussi avec d'autres collègues, par exemple ici en Chine. Donc là, le travail était mené par Xinfeng Shao. Et donc, ce qu'on a fait, c'était de comparer. Donc, c'est des sites en plein air. Dans le Kanjuan, des sites en plein air. Et donc, ce que voulait Xinfeng, c'est qu'on compare entre laboratoires. Donc, il y a des échantillons qui ont été partagés en deux. Donc, j'ai fait les analyses de mon côté, il a fait les analyses de son côté aussi. Pas tous les points, mais une partie des points. Et pour certains des points aussi, on a fait du carbone 14. Et là, bah, ça marchait bien, c'était aligné. Et donc, là, dans cet article, il peut dire que ces peintures étaient datées, donc avec ce qui était au-dessus des pigments et ce qui était en dessous des pigments, autour de 3000 ans avant le présent. Donc on l'a fait aussi pour les échantillons de Geoffroy Heimlich au Congo. Donc ça fonctionne bien, mais quand même reste que cette question, pourquoi parfois ça fonctionne bien et puis parfois ça ne fonctionne pas. Alors, des graphiques et des isotopes, mais c'est relativement simple. Donc ici, la grotte de Nègre, et on a comparé à d'autres grottes où c'était déjà publié. Donc ça, ce sont des données que j'ai tirées de la littérature. Et donc j'ai mis tout ça dans un graphique. Donc ici, on a les âges uranium-thorium, et donc on a dit des âges très vieux qui ont été publiés. Donc pour cette grotte, par exemple, ou celle-là. Et ce qui est étonnant, c'est que tous ces âges très vieux qui ont été publiés, c'est ceux qui sont très peu riches en uranium. Donc une des possibilités, c'est que en fait, puisque l'âge, c'est le rapport entre le thorium et l'uranium, si on fait partir de l'uranium, on vieillit l'âge artificiellement, en fait. Donc c'est une hypothèse, et c'est en tout cas ce qui se vérifie à la grotte de Nerja, où on a tellement fait partir d'uranium qu'on ne peut même plus calculer d'âge. Hein, on s'arrête à 1, 1,5, en fait, à l'équilibre, et là, c'était tellement des chiffres absolus que forcément l'uranium est parti, et forcément ici, c'est ce phénomène qui est proposé. On l'a retesté toujours dans la même grotte. Alors là, on s'intéressait non pas à l'art pariétal, mais à cette stalagmite-là avec des niveaux noirs. Et on s'était dit, ah, mais ça, c'est de la suie, c'est des hommes préhistoriques qui ont fait du feu à côté, donc la Suisse s'est emprisonnée. On va essayer de discuter des phases d'occupation là-dessus. Donc la détermination de la présence de suie a été faite par Maria Medina Alcaide. Et donc, là, c'était facile, une stalagmite, ça, on sait faire, c'est très, très facile à dater. Et donc, là, c'était quand même un peu compliqué, puisqu'on a des âges uranium-thorium, ici, qui partent dans le désordre. Ici, c'est le sommet, donc c'est plus jeune, et on voit que les âges uranium-thorium deviennent plus vieux. Bon, là, il y a un problème, les âges carbone-14 étaient bien alignés. Et donc, pour essayer de comprendre, on est allé voir nos collègues du laboratoire GEOPS, qui ont fait des analyses minéralogiques. Alors, ils ont mis du rouge ici, et du vert ici. Et ce qu'ils ont mis en vert, c'est un minéral qui s'appelle l'aragonite, c'est toujours du CaCO3, mais c'est une maille assez, avec un système cristallin relativement lâche. Et en fait, avec le temps, ce minéral se transforme, la maille change un petit peu comme ça et a tendance à expulser l'uranium. Et donc, en fait, ce qu'on interprète ici, c'est qu'on avait une stalagmite qui devait être complètement en aragonite et qui, au sommet, en fait, a changé de système cristallin. Ça reste la même chimie, on parle de polymorphe, en fait. C'est exactement la même composition chimique, c'est CaCO3. C'est pas la même maille, donc on éjecte l'uranium, et du coup, on vieillit les âges. Donc, on pense que c'est ce phénomène de diagénèse, on appelle la diagénèse, transformation aragonite to calcite, aragonite en calcite, qui dans beaucoup des cas pourrait amener à perdre de l'uranium et à biaiser, on dit, ces âges uranium-thorium. Et pour finir, donc j'ai été invitée à travailler, comme la polémique quand même est assez importante, donc là je parle de géochimie, mais les archéologues ont beaucoup discuté ces âges très anciens, à 60 000 ans, parce que ça change complètement la compréhension qu'ils en ont de l'art pariétal.
Et donc j'étais invitée à travailler sur ces grottes, la grotte de Maltravieso, qui était la plus vieille grotte avec des mains négatives et des couches de calcite dessus à 67 000 ans, et la grotte d'Altamira. L'idée, c'était qu'on soit deux équipes à faire les mêmes datations. On prend un échantillon, on le part en deux pour voir s'il y avait un problème analytique. Et on est allé ici travailler sur les points qui avaient déjà été échantillonnés par la première équipe. Donc j'ai pris des images sur Internet, je n'ai pas le droit de prendre les photos que j'ai vues. Donc la grotte d'Altamira, elle est vraiment superbe. C'est un toit comme ça avec des bisons qui sont en relief. En fait, ils ont utilisé le relief de la grotte. Ils ont peint autour, colorié. Enfin, c'est vraiment superbe. Il y a eu des datations qui avaient été réalisées par ma collègue Hélène il y a quelques années, 92. Donc c'était les premières datations qui montraient que ces bisons étaient quand même assez anciens, de l'ordre de 17 000 ans en âge calibré. Et puis, donc il y a un grand groupe qui travaille à Altamira. Et ils ont identifié en fait que ce toit, ils appelaient ça le toit au polychrome, en fait il y a plusieurs générations de peinture. Donc il y a les bisons, mais il y a des choses qui sont en dessous, il y a des choses qui sont à côté. Et donc l'idée de ce travail, c'était d'aller chercher, donc ça c'est le premier article où il y avait des âges très vieux, donc ces figures qui sont un peu moins impressionnantes, mais qui en restent très intéressantes, des cygnes ou des chevaux. Donc le travail qu'on devait réaliser, c'était comparer les datations. Donc ici, je montre que celles qui sont publiées, mais on en a fait beaucoup et on a toujours les mêmes âges, donc il n'y a pas de problème analytique. Donc les deux laboratoires qui travaillent, puis les laboratoires avant, donc on trouve toujours les mêmes âges uranium-thorium, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces âges ? Et là-dessus, on n'était pas d'accord, donc on a fait chacun notre article en fait, parce que quand on n'est pas d'accord, c'est pas la peine, voilà. Donc eux ont interprété en fait avec uranium-thorium, ça leur suffisait, et donc ils sont allés, ils ont des âges avec les cheveux rouges à plus de 32 000 ans. Puis ils ont quand même un âge à 148 000 ans qu'on a eu aussi. Ils ont dit non, celui-là il n'est pas bon, très bien évidemment. Et puis nous on a fait le même travail. En fait, et quand on regarde un peu ici les âges et les teneurs en uranium, on a l'impression aussi quand même que les âges jeunes ont beaucoup d'uranium, et les âges vieux en ont moins. Donc il y a toujours cette hypothèse où on a perdu de l'uranium et on pourrait vieillir les âges artificiellement. Et puis le graphique classique aussi, où on compare les âges carbone 14 et les âges uranium-thorium. Donc il y a un ensemble de dates qui pour nous est validé, puisqu'on a deux chronomètres qui disent la même chose. Ils sont autour de 20-22 000 ans. Les âges plus vieux, pour nous, ils ne sont pas valides. C'est d'un point de vue géochimique, ce n'est pas du tout archéologique. Après, il y a une autre discussion par les archéologues sur le style. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que dans cette grotte, donc là je l'ai tiré d'un article ici, il y a des fouilles qui ont été faites. Et je prenais l'exemple de la grotte Chauvet, dans laquelle je n'ai pas travaillé, mais vraiment le travail qu'ont fait les collègues, c'était vraiment très intéressant, avec toutes ces polémiques, d'aller quand même regarder tout le reste. Et là, à Altamira, il y a une séquence, en fait, une séquence de fouilles avec des datations qui ont été faites sur des charbons, des restes, etc. Et leur séquence, elle ne va pas plus loin que 21 900 ans. Nous non plus, en fait, en datation, on ne va pas tellement plus loin. Donc la réponse des gens qui travaillent dans la grotte, c'est que ce n'est pas parce qu'on s'arrête à 21 000 ans qu'il n'y a pas des choses plus vieilles, et ils ont raison. N'empêche qu'on ne les a pas trouvées. Voilà. Donc c'est une situation un petit peu coincée. Voilà. Donc ici, nous, il y a aussi des endroits où on peut trouver, par exemple, ça c'est encore à Altamira. Donc avec ces datations croisées, on a quand même réussi à dater précisément, par exemple, cette figure, qui est, dans la réalisation aurait pu être entre 19 000 et 22 700 ans, avec la datation dessus-dessous, en faisant de l'uranium-thorium, du carbone 14. Voilà, et puis ça continue. Donc on a fait la même chose sur Maltravieso, on n'est pas d'accord non plus. Donc il n'y a pas de publication encore. Mais j'ai démarré en disant, mais pourquoi est-ce que c'est important de dater l'art pariétal ? Donc il y a plein de raisons. Une des raisons aussi, c'est que c'est pour certains important d'avoir la plus vieille grotte au monde. Et surtout quand on fait des répliques et qu'on est dans des régions où on va attirer des touristes, etc. Et il y a des choses assez étonnantes qu'on peut lire dans la presse espagnole, par exemple.
Ici, là, dans les journées de la grotte, il parle de datation à plus de 90 000 ans. Ben oui, nous aussi on a eu ces datations, mais on pense qu'elles ne sont pas vieilles. Et du coup, quand on lit l'article, il parle d'une ovation du public, etc. Parce que c'est important d'avoir la grotte à côté de chez soi qui a plus... pourquoi pas, en fait, pourquoi pas... mais c'est vrai que ce serait quand même intéressant d'avoir aussi le regard des archéologues sur la signification de toutes ces peintures, ou ici les mains négatives. Donc là, on est quand même sur Néandertal, à 90. Je ne suis pas archéologue, mais on est... c'est assez vieux. Donc ça, c'est un travail qui continue, puisque du coup, les datations n'ont pas été publiées. Il faut d'abord les publier et les discuter. En tout cas, ça, on le trouve dans la presse, donc je me suis permise de le mettre ici. Voilà, en conclusion, la datation uranium-thorium. Donc j'espère que c'était à peu près clair, en fait. C'est vraiment un très très bon outil qu'on utilise depuis longtemps, mais il faut le manipuler avec attention, avec précaution, et le contrôler. Tous ces dessins, en fait, tous ces gravures dans les grottes qui ne peuvent pas être datées directement par le carbone 14, donc c'est intéressant de pouvoir aller dater les couches par-dessus ou par-dessous. Donc nous, il nous semble que par moment, ces datations uranium-thorium peuvent être perturbées parce qu'on peut perdre de l'uranium. Il nous semble aussi qu'il faut faire du carbone 14 pour valider. Et puis, peut-être il faut aussi travailler sur des nouvelles méthodes pour convaincre les gens. Si les deux, ça ne suffit pas pour trouver un troisième, voilà. Je vous remercie.